Dominique Collin, directeur de la photographie. Alors pour la F5, en fait c'est Fabien Pisano qui m'a appelé, ouais. Parce qu'on se connaît depuis longtemps dans la mesure où à l'époque des hyper gamma, on avait on les avait testés ensemble en fait, voilà, à l'époque. Donc voilà, et depuis on est resté en contact et quand il a eu le projet de la F5, il a pensé à moi, donc c'était sympathique. Et donc voilà, il m'a contacté et puis il m'a demandé si je connaissais des réalisateurs qui préparaient plus ou moins un film et qui étaient prêts à faire des images, on va dire, il me disait un court-métrage, mais en même temps pas forcément, il voulait des images mises en scène en fait. Et non pas des tests de chefs opérateurs, parce qu'il pense que les chefs opérateurs font des tests qui n'intéressent que les chefs opérateurs. Et lui, il voulait que les gens puissent regarder un film sans être absolument technicien. C'est vrai que les essais qu'il a, c'est intéressant, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et donc, il voulait juste que les images soient dirigées avec des comédiens qui jouent et qu'on puisse du coup voir un bout de film. Donc ça pouvait... Le scénario était extrêmement libre, il nous a donné absolument aucune contrainte. Et donc voilà. Et du coup, moi j'ai choisi Lucille Adzilai-Loïc, avec qui j'avais travaillé, et quelqu'un, je pense, d'intéressant en tout cas, qui fait des images, on va dire, très sensibles, puisque elle travaille beaucoup sur justement l'impact de l'image sur les émotions. Et comme elle prépare un film, j'ai pensé que ça pouvait l'intéresser. Donc voilà, le seul détail qui était bizarre, c'est que son film se passait dans la jungle, la nuit surtout, il y avait beaucoup Et donc on était à Paris au mois d'octobre, donc c'était là où il y avait un petit... Il n'y avait que de la nuit, il n'y avait pas forcément la jungle. Voilà. Mais bon, ça ne nous a pas découragés, puisque du coup on s'est dit comment on peut faire la jungle à Paris, et on a eu l'idée du coup d'aller dans des serres tropicales. Et on a fait une nuit un peu étrange, parce qu'effectivement c'est à moitié américaine et à moitié borgnolais. Voilà. Un bon test pour la caméra. Voilà, non, et en fait l'idée c'était effectivement de tester la caméra dans ce qu'elle avait d'intéressant. C'est vrai qu'une caméra, donc cette caméra fait a priori plus de 2000 ASA de base. Bon, c'est vrai que c'est intéressant de la tester sur des effets soleil, mais l'intérêt aussi c'est de voir ce qu'elle donne en basse lumière réellement. Et puis de toute façon dans le film il y a une partie jour, puisqu'en fait c'est un espèce de prétexte scénarique, il n'y a pas de, vu les délais, il n'y a pas de son synchrone, donc c'est juste des ambiances. Et c'est effectivement au début du film, on se croit dans la jungle, et au final, à la fin, on s'aperçoit que cette personne s'était endormie dans la serre, et qu'en fait, elle est de jour, et elle sort de la serre, et on voit des images du parc à l'automne, ce qui était aussi intéressant, puisqu'il y avait plein de couleurs différentes, de nuances de vert, de rouge, de tout ça, donc c'était un bon test caméra, on va dire. Donc c'est c'est un court-métrage, mais c'est plus des images mises en scène qu'un vrai court-métrage, on va dire. La caméra donc était un prototype, c'est toujours des prototypes là, qui sont en cours, puisque la caméra elle sort dans 3 mois, on va dire. Donc la caméra elle est venue du Japon avec des ingénieurs japonais qui la tenaient dans des cartons. Donc on s'attendait à voir des belles mallettes et une caméra flambant neuve. Ça arrivait du Japon avec des cartons et du bullpack dedans et la caméra en morceaux. Et donc effectivement très prototype, dans le sens où la coque est finie, mais les menus ne sont pas tout à fait finalisés. Donc on avait surtout une espèce de road list, c'est-à-dire des choses à ne pas faire. Et donc il restait très peu de choses à faire avec cette caméra. Et donc on imagine qu'à la fin elle va très bien marcher, parce que c'est évident, là ils sont on va dire en débugage de menus et de choses comme ça. Mais voilà, et donc on a parlé avec les Japonais qui ne parlaient quasiment pas anglais, donc c'était assez spécial. Et on a fait une séance, on va dire une journée de formation sur la caméra, pour qu'ils nous disent exactement justement ce qui ne marchait pas, comment il fallait procéder pour ne pas la faire bugger.
Là, pour cette journée-là, qui était bien avant le tournage, enfin quelques jours avant le tournage, là on a utilisé des optiques prêtées par Emit, et c'était des Cooke S5, donc le top du top. Et bon, c'était intéressant parce qu'effectivement, même là, on a vu qu'on était chez le post-producteur dans le Film Factory, que dans la salle d'étalonnage, avec une petite lampe de bureau éclairée sur le bureau, au fond de la salle qui était toute noire, on arrivait à lire un visage très bien. Et donc, c'était réellement impressionnant sur les capacités de cette caméra. Donc bon, on l'a fait fonctionner, on a vu qu'on a appris en gros à s'en servir, parce que les ingénieurs japonais ne pouvaient pas rester sur le tournage. Et voilà, et donc par contre pour le tournage, on a reloué des optiques plus classiques, dans le sens où effectivement la F5 c'est une caméra qui donc vaut 18 000 €. La faire fonctionner avec des Cooke S5 qui valent chacun à peu près le prix de la caméra, c'était presque un peu... Enfin, je pense que ça ne correspond pas à la philosophie de cette caméra-là. Et donc on a pris une série Ultra Prime qui est plus proche même de la série que Sony va sortir et qui sera destinée à cette caméra, mais qui n'est pas prête encore. Et ce qui était un peu rigolo, et c'est toujours pareil avec le côté prototype, c'est que la caméra elle est venue avec une semelle. Moi je l'ai vue sur le net, donc avec une... Et d'ailleurs ça sera un des intérêts de cette caméra, c'est qu'elle est très légère, et donc une petite semelle épaule qui permettra de la prendre à la main, et donc ça sera a priori, vu son ergonomie, une caméra très bien équilibrée pour être sur l'épaule. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est pas bourré d'électronique, il n'y a pas besoin de la débugger, mais ça n'était pas prêt. En tout cas, Sony nous a dit c'est pas encore fait, c'est pas prêt. Donc on avait une espèce de semaine en alu faite bricolée par les ateliers Sony, et donc on n'a pas pu la prendre à l'épaule cette caméra. C'est un peu dommage, parce qu'elle était un peu faite pour ça, mais bon, a priori là, l'intérêt du test c'était de faire de voir ce qu'elle avait dans le capteur, on va dire, pas trop dans le... Parce qu'effectivement, on imagine bien qu'elle sera très facile à prendre à l'épaule. Vous verrez sur les photos, c'est qu'il y a un menu effectivement extérieur qui ressemble un peu à ce qui est sur l'Alexa, c'est-à-dire un menu synthétique des paramètres principaux et qui sont à l'extérieur et qui sont visibles en permanence. Donc ça c'est très bien, parce qu'effectivement, en gros, sur un tournage, on se sert de 5-6 paramètres, enfin peut-être un peu plus, je ne sais plus combien il y en a dans le tableau, mais ils sont résumés, ils sont très accessibles par des boutons dédiés, enfin c'est pilotable en 1 seconde. Et par contre, il y a un bouton menu et on va dans les menus qui sont très sophistiqués et très effectivement un peu complexes comme toutes les caméras numériques maintenant. Et qui ne sont pas dans cet écran latéral. Non, voilà, qui sont dans le viseur. Et donc nous, justement, l'écran là n'était pas encore accessible, on va dire, il donnait des informations fausses, donc on ne passait que par le viseur. Donc on n'a pas eu droit à cette ergonomie formidable, mais elle est là, on l'a vu, ça marchera forcément et c'est intéressant. Là, pour le coup, Sony, ils sortent un peu les derniers, mais du coup, ils ont pris un peu ce qui fonctionnait bien. Ce qui est le meilleur chez les autres. Voilà, chez les autres. Donc là, pour le coup, le menu sera, je pense, très bien. La seule reproche, effectivement, qui a été fait par certains, c'est que ce menu, il est du côté opérateur et non pas du côté assistant, puisque souvent, c'est quand même les assistants qui te servent des menus. En fait, quand on regarde la caméra, on voit que elle est très petite, c'est-à-dire que c'est un bloc qui fait effectivement 2 kg et qui est, on va dire, minimaliste. Donc, du côté assistant, il y a les connectiques, et je pense que je préfère, moi, en tant que cadreur, avoir un menu que des câbles dans le visage. Et donc, il n'y a pas de place pour un écran de l'autre côté. Donc voilà, moi ça ne me gêne pas d'avoir l'écran là, et l'assistant, si jamais il contrôle, il fait le tour. L'attrait, je pense que ça sera le viseur OLED qui n'existe pas encore, donc que j'ai vu qu'en photo. Et le viseur qui existe là, c'est l'équivalent de la... Je crois qu'il provient, enfin, en tout cas c'est la même qualité que sur la F65. Donc il est très grand, très spacieux, enfin il est bon, il est vraiment très bon. Et en plus, effectivement, comme il est grand, à la limite, quand on relève l'œilleton, ça fait un écran de vision qui est un petit écran déporté qui est pas mal. Donc voilà, il y a aussi comme accessoire prévu
un petit écran 5 pouces qui va venir dédié à la caméra. La seule chose justement que j'ai un peu insisté auprès des ingénieurs, parce qu'a priori il n'y a pas de waveform dans la caméra et il n'y a qu'un zebra et un histogramme, mais qui est très petit, ça me semble un peu léger et apparemment ça n'avait pas l'air d'être prévu, mais je leur ai demandé de le rajouter dans le moniteur, au moins dans les menus du moniteur, parce que je leur ai dit, nous pour le film on a utilisé un petit moniteur avec un waveform dessus. Et je leur ai dit, si vous voulez que les gens la mettent sur la caméra, il faut un waveform sur la caméra. Donc je suis étonné parce qu'ils découvraient un peu l'usage du waveform. Voilà. Mais bon, peut-être que c'est aussi la traduction du japonais, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était... Voilà, donc j'espère qu'il y aura un waveform sur ce petit écran qui n'est toujours pas fini. Donc ils ont encore quelques mois pour le finaliser, celui-là. La F5 comme la F55 d'ailleurs, hein, elle a plusieurs façons de travailler, c'est-à-dire qu'elle a soit des cartes S-by-S, voilà. S-by-S qui sont dans la caméra, donc il y a deux logements, et là pour le coup il y a encore un nouveau format, c'est-à-dire que c'est des cartes plus rapides, elles s'appellent les cartes S-by-S Pro Plus, et donc elles acceptent un débit un peu supérieur, et qui permet justement d'aller en tout cas sur la F55 et non pas sur la F5, mais de faire du 4K AVC. Donc c'est un nouveau codec, et donc là aussi on peut en parler, mais il y a toute une famille de codecs qui ressort, et ça c'est très intéressant à mon avis. Nous sur la F5 c'était de l'AVC 100 mégabits 4.2.2, 10 bits. Donc c'est un peu le concurrent de Panasonic avec l'AVC Intra, on va dire. Et apparemment, c'était le seul format valide. Hein. Actuellement, il y avait les anciens formats là aussi qui sont valides, là, mais ceux-là, je crois qu'ils sont dépassés, donc pas très intéressant. Et sur la F5, on pourra faire de l'AVC 2K aussi, donc il sera un peu supérieur à ça. Et puis, il y a la possibilité, et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est très bien et spécifique à la F5 et F55, c'est ce petit magasin numérique qui s'enquille directement sans aucun câble, avec une prise qui s'intègre dans le corps caméra à la place de la batterie et qui déporte la batterie juste derrière. Donc et là ça accepte encore des nouvelles cartes. Alors c'est vraiment la danse des cartes, parce que c'est même pas les SR Memory, c'est une autre catégorie de nouvelles cartes qui eux vont à un débit effectivement très très élevé, et là on peut faire du RAW 4K. Donc la F5 qui effectivement est limitée dans ses menus à l'intérieur par rapport à la F55, elle a quand même la possibilité de faire du RAW 4K via ce magasin. Donc c'est très intéressant, parce que effectivement on peut quand même aller au summum de la qualité avec cette caméra là. Alors les batteries, c'est des batteries support VLOC, donc ça accepte toutes les batteries qui existent sur le marché, donc c'est très grand. Par contre, ils la sortent effectivement avec des nouvelles batteries qu'on a pu tester effectivement sur le tournage, parce que nous on n'avait que 2 batteries, et ils sont venus avec 2 batteries, et on a pu tourner avec 2 batteries. C'est-à-dire que c'est des batteries qui durent, je pense, plusieurs heures en fonctionnement, enfin sur un plateau en tout cas. On l'a changé peut-être toutes les 2-3 heures, et c'est des batteries qui se chargent en 1 heure a priori. Donc effectivement avec 2 batteries on est tranquille. Donc ça c'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que en gros je trouve pour l'instant, enfin bon, nous le fonctionnement était compliqué parce que c'était un prototype, donc on avait des protocoles à respecter, mais sinon elle semble très pratique et très simple à utiliser. Pour faire la jungle, alors bon, ça a été aussi un petit bras de fer avec la mairie de Paris, parce que au départ, donc on devait tourner la nuit, donc on se disait bon voilà, on va faire la nuit dans la jungle. Il se trouve que la mairie de Paris n'a pas voulu nous laisser l'accès de nuit à ces serres, et en même temps on ne voulait pas nous laisser, on avait le droit de rien faire de jour pour pas gêner. Et en même temps, ils ne voulaient pas qu'on soit là quand ça ne gênait pas. Donc, bref, donc voilà. Donc au final, c'est pour ça qu'on s'est réduit d'une part à faire une espèce de nuit américaine, en se disant bon bah on va essayer de faire une nuit américaine. Et puis au final sur le tournage, on s'est rendu compte qu'on avait la possibilité de borgnoler assez simplement. Donc on
on a fait, on va dire, une demi-mesure, mais qui n'était pas inintéressante, c'est-à-dire qu'on a gardé un petit peu de lumière du jour qui arrivait, mais très peu, et du coup on a pu rééclairer en lumière du jour, pareil, pour faire une espèce de nuit américaine plus, on va dire. Et par contre, donc, effectivement, avec très peu de lumière, c'est-à-dire que vous vous rendrez compte dans le making-of que la caméra de making-of, elle avait du mal à nous filmer nous, parce qu'on était un peu dans le noir, c'est vrai. Et c'est vrai que ça change un peu les rapports à la lumière, parce que moi pourtant j'ai l'habitude de la HD, où effectivement on fonctionne, on va dire, à l'œil, mais là c'était même plus qu'à l'œil, parce que en fait, dès qu'on met une lumière, il faut aller voir au moniteur, parce que en gros, c'est pas à l'œil, c'est plus sensible que l'œil. La S-Log à 0 dB, elle est donnée à 2000 ASA. Et c'est vrai, enfin je pense que c'est pas loin d'être vrai, parce que en gros on voit mieux à l'œil, on voit mieux à la caméra. qu'à l'œil. Donc effectivement il faut presque retirer de la lumière. Et donc on a quand même essayé de nuit, donc du coup, vu ces conditions qui n'étaient pas, on va dire, très standards par rapport à l'éclairage de nuit, on a quand même été au bois de Vincennes et fait un plan en raccord qui marche assez bien d'ailleurs, près d'une petite cascade, près d'un lac, où il y avait un axe où effectivement on a rajouté une plante exotique et ça fait un espèce de bord de rivière dans la savane africaine. Alors que c'était beaucoup de joggers qui passaient et les voitures qui étaient juste derrière. Mais c'est intéressant parce qu'effectivement là du coup on était en vraie nuit. Et là c'est pareil, j'ai dû mettre... Enfin, j'avais pourtant qu'un 1800 Harry qui servait de keylight de lune en fait, et il était très loin, j'ai dû mettre des grilles, enfin tout était trop fort, on a tourné à 2.8, enfin c'était impressionnant. La partie de jour de le lendemain, elle était censée être, enfin ça aurait été plus intéressant qu'il y ait du soleil, malheureusement à Paris en ce moment on a l'automne le plus pluvieux depuis 50 ans je crois, d'après la météo, et donc il faisait vraiment très très gris. Mais en même temps, c'est pareil, c'est pas des conditions qui sont théoriquement, les caméras sont toutes défavorisées, c'est des temps très durs à sortir une belle image. Là, pour le coup, on a utilisé l'étalonnage pour arriver à refaire quelque chose et ça teste, on va dire, la capacité du signal à être travaillé. Et on a plutôt pu faire des belles choses. L'espace colorimétrique de la F5 n'est quand même pas l'ITU 709, moi j'ai vu dans les menus que c'était marqué S-Gamut, donc c'est un gamma un peu supérieur, mais qui n'est pas effectivement celui qui est aussi grand que la F65. Mais en tout cas, c'est vraiment très travaillable par rapport, effectivement, je pense que la F55 sera supérieure en termes d'exploitation des nuances de couleurs, surtout je pense qu'elle sera destinée plus, elle, à travailler en RAW, et donc effectivement là il y aura vraiment une dynamique de couleurs plus grande et plus riche. Maintenant, là, de ce que j'ai vu, c'est qu'on a pu faire des choses vraiment très bien. Hein, donc, et c'était pas facile, parce qu'on avait une comédienne, on a choisi pareil le parti pris de ne pas maquiller, de faire une image assez brute, pas éclairée de jour du tout, pour pas, on va dire, faciliter on va voir ce que le capteur a dans le ventre, hein, donc voilà, c'est des essais filmés, mais pas pour vendre la caméra, ni pour en tout cas pas la survendre, c'est pas une pub. Et donc c'est pas non plus un exercice de lumière pour me vendre comme chef opérateur, c'est plus pour voir justement ce que chercher ses défauts. Voilà, chercher peut-être pas les mettre les mettre en valeur, mais en tout cas voir dans des conditions effectivement très difficiles, on va dire, un temps gris pas éclairé, qu'est-ce qu'on peut obtenir. Et finalement on obtient quand même des choses assez intéressantes. Hein, est-ce que tu as essayé de la pousser à plus que 2000 ? Alors on l'a essayé le premier jour, en fait, là, dans les essais de la salle d'étalonnage. Maintenant, dans le film, on ne l'a pas fait, parce qu'on n'en a pas eu besoin. Dans la salle d'étalonnage, effectivement, on a fait un plan à plus 6 dB, parce que vraiment, on n'y voyait rien, on distinguait à peine la personne dans le noir, et on s'est dit, bah tiens, on va tester le gain. Et donc, à plus 6 dB, il y a un peu de grain,
mais qu'on a après effectivement été voir en étalonnage et qu'on peut supprimer. Donc en fait, à plus 6 dB, elle est exploitable, donc ça veut dire qu'on est quand même là, après, dans les genre 4000 hasards. Donc ça commence à être sérieux. Ouais. Pour le coup, il n'y a pas trop d'aberrations colorées. Après, le manque de chroma, ça c'est un peu récurrent. En même temps, c'est pareil, ça se retravaille après en post-prod. On va dire que là, c'est plus je dirais la courbe S-Log de Sony qui est en cause et que moi j'aime bien. Hein. C'est justement quelque chose qui déforme pas complètement la colorimétrie et qui fait que du coup, après en étalonnage, on retrouve assez vite ces petits. Hein. Donc, moi je trouve qu'elle se travaille bien. Un petit résumé, les plus de la caméra par rapport à ce que tu connaissais déjà, parce que comme tu es un pionnier de la JD. Alors les plus, moi je dirais c'est on va dire une ergonomie justement assez simple. Et c'est ça que je trouve intéressant avec cette caméra, c'est que tout est simple, c'est-à-dire qu'on a a priori en configuration très peu de câbles, même quand on rajoute le magasin numérique, tout est assez évident. Et la position sur l'épaule risque d'être très naturelle, c'est pareil, parce que même quand on rajoute le magasin RAW, là, ça équilibre encore plus la caméra qui de toute façon est très légère. Donc voilà, moi je dirais que ça se rapproche maintenant du film, vraiment dans l'ergonomie de cette caméra, avec les fonctions simples dehors qui ressemblent un peu au menu de photométrie qu'on utilise. Et puis une position assez naturelle de tout. Donc voilà, les plus de cette caméra c'est ça. Une modularité aussi des codecs, c'est-à-dire qu'on peut effectivement choisir d'aller jusqu'au 4 carreaux et de l'XAVC 100 mégabits, donc de 100 mégabits à je ne sais pas combien fait de débit, mais sur le 4 carreaux. Mais c'est quand même avec une même caméra, donc elle peut, on va dire, couvrir des projets très différents. Très polyvalente dans le codec. Ça c'est les plus et moins. Il y a des moins. Les moins, on les verra à l'usage. Là, pour l'instant, j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Ouais. Moi, j'en vois pas trop comme ça, a priori, en tout cas. Peut-être des histoires de... Enfin bon, c'est pareil, elle est un petit peu bruyante avec le ventilateur qui doit se couper. J'espère qu'il ne se déclenchera pas intempestivement trop vite. Donc ça, c'est vraiment à l'usure. Nous, on n'a pas pu tester puisqu'il faisait très froid, donc, et puis on n'était pas en son direct. Donc, et puis si je crois qu'on n'avait pas accès au menu justement qui nous permettait de couper le ventilateur, donc il était assez présent. Bon, mais si ça c'est résolu, par exemple si effectivement on peut tourner sans ventilateur, ça serait une caméra très silencieuse. Elle a l'air d'être assez bien ventilée. Le magasin RAW 4K a l'air d'avoir aussi un ventilateur, j'espère qu'il ne chauffe pas trop, pareil. Enfin, on va dire ça, c'est des défauts à long terme. En ergonomie pure, je trouve qu'elle est très bien conçue, moi. Il n'y a peut-être pas assez de prises accessoires, mais encore, il y en a quand même une de chaque côté. Donc après, il faut, si on a trop d'accessoires, on en rajoute des... Donc voilà. C'était pas facile à étalonner dans le sens où effectivement on a cherché à en tirer le parti et puis qu'on n'avait pas éclairé quasiment. Enfin, en tout cas, c'est les effets jour qui ont été effectivement peut-être les plus durs à faire que les effets nuit. Parce qu'effectivement, on avait une lumière extrêmement plate et diffuse. La comédienne a été très pâle. Et donc on a mélangé, il y a aussi un acteur noir, donc on a deux types de peau. Bon, on n'a pas galéré spécialement à les mélanger, hein, donc finalement c'est une bonne, on va dire une bonne nouvelle par rapport au capteur. En tout cas, c'est vrai qu'il... Tu es étalonné sur quelle machine? Sur le Nucoda, Digital Vision, qui est effectivement une machine très puissante, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Donc c'était avec Lionel Kopp. Charles Lionel. Voilà. Un vieux couple. Et qui la manie très bien. Donc voilà, et justement, on a terminé le dernier plan là, du film est un peu, on va dire, abstrait. Et donc il y a un effet d'étalonnage, mais justement, c'était intéressant de faire... c'est-à-dire qu'on a inventé des couleurs sur la roche pour donner un côté un peu... On a inventé des mousses rougeâtres, et même assez rouges, pour
qui évoque un peu le sang, mais justement comme c'est un dernier plan qui est très abstrait, qui a une espèce de pulsation, c'est sur une cascade d'eau, c'est assez joli, on s'est dit, bah voilà, effectivement, pour le coup, il faut aller voir ce qu'elle a dans le ventre, bah, c'est très possible d'inventer des choses en tout cas, puisque le signal est assez travaillable. Ça s'intègre facilement dans toutes les machines? Oui, apparemment. Enfin, il y a un plugin qui nous ont donné et qui, apparemment, ça n'a pas posé de problème. Donc, le plugin existe déjà, ça s'intègre. Ouais. Le montage a été fait sur quoi du coup? Sur Avid. D'accord. Et une confo. Et, enfin, bon, ça a été très transparent par rapport à ça, il n'y a pas eu du tout de soucis. Donc, j'imagine que. Voilà. Après, effectivement, le RAW, ce qui sera intéressant, c'est. Et donc, ça, c'est les Anglais qui ont travaillé en RAW, eux, puisqu'ils avaient donc le magasin numérique. Alors, je crois qu'il était assez buggé et qu'ils ont eu quelques difficultés, mais sinon, je pense que ce sera intéressant, en tout cas, de voir comment le workflow RAW se travaille, parce qu'effectivement, bon, les autres expériences chez les concurrents prouvent que c'est assez compliqué. Et donc, peut-être que là, Sony a une marge de progression, parce que déjà dans le traitement sur le plateau, ça a l'air d'être plus simple. Enfin, c'est vrai que c'est juste une carte qu'on met dans la caméra, c'est très transparent. Je pense que les loueurs vont être intéressés d'avoir la F55+, mais en même temps, vu le coût de la F5, je pense que c'est intéressant aussi pour eux d'avoir la F5 aussi, puisque maintenant, c'est vrai que les budgets sont extrêmement variables sur les films, et que donc on peut tourner avec des budgets très serrés, parce que cette caméra sera quand même genre à 16 000 €, c'était pratiquement le prix de la F3. Hein, donc, comment tu vois les positionnements? Toi, tu vois plutôt la F55 long métrage et la F5 téléfilm, voilà, documentaire? C'est ça, voilà. Non, oui, c'est ça. Et puis film indépendant, on va dire. Parce que... Et puis effectivement, la F55 sera pour les longs métrages, et elle a une concurrente frontale de la XA pour le coup, et de l'Epic. Et voilà. Et pour un prix qui semble quand même assez concurrentiel. Après, le pari, c'est comme ils arrivent les derniers, c'est les loueurs, ils n'ont plus beaucoup d'argent non plus pour acheter des caméras. Donc ils ne vont pas se rouiller dessus, mais je pense qu'ils ne pourront pas faire l'impasse de cette caméra parce qu'elle est quand même, je trouve, un aboutissement assez intéressant parce qu'elle a une vision globale et des codecs et de la modularité et de ce que peut être une caméra, on va dire, moderne, c'est-à-dire complète et en même temps légère. Le film sort quand? Le film, il sort demain en Pologne. Il est projeté à Caméra Image donc demain et après-demain, je crois. Et puis après, il sera disponible. Et je pense sur le net, c'est pas le meilleur moyen de le voir parce qu'effectivement, les subtilités des noirs, notamment sur le net, c'est carrément coupé. Mais je pense qu'au salon de l'AFC, il y aura des projections, donc en février, de ce film, et donc les gens pourront le voir. Et puis après, je pense que c'est vraiment aux gens de tester cette caméra. Ton parcours, je le connais un peu. Les 3 lumières. Ouais. La HD, peut-être un pionnier de la HD. Oui, bah oui. Alors, oui. D'abord, premier étalonnage numérique. Ouais. Oui, oui. Pour Morbureau. Voilà. Que tu n'avais pas fait, d'ailleurs, tu n'avais pas fait en France. Bah, on l'a fait, enfin c'était bizarre, c'est comme en fait c'était une coproduction avec Dubois à l'époque qui comptait justement sur ce film pour voir si c'était possible de post-produire entièrement un film en numérique. Donc on l'a fait, on va dire, chapeauté par Dubois, mais les machines à l'époque étaient prototypes, donc il y a eu le télécinéma qui était en Angleterre, la console d'étalonnage qui était d'ailleurs déjà à l'époque la seule valable, qui était en HD. C'était une Digital Vision qui était à Manchester dans un car régie. Après, la machine pour convertir, pour enregistrer, c'était un format qui était encore à l'époque pareil, prototype. C'était le D6 de Thomson, donc il fallait faire venir ces fameuses machines qui étaient encore pas tout à fait finalisées
en Angleterre, à Manchester et tout ça. Ensuite, il y avait une autre machine qui permettait de passer du D6 alors, convertir les fichiers, je ne me rappelle plus bien précisément, mais enfin, c'était une machine autrichienne, pareil, qui était aussi un prototype. Donc, il a fallu rassembler tous ces prototypes-là, et donc la post-production a duré 9 mois. Donc, voilà, ça a été une espèce d'aventure. Et à la suite de ça, le résultat étant là, Dubois a décidé d'investir dans le numérique et a créé sa première salle d'étalonnage. Donc c'était quand même une étape importante. Là, on a défriché parce que le retour sur film, ça prenait 40 secondes par image. Donc c'est pareil, le shoot en lui-même, ça a commencé avec la 900 de Sony, qui était donc la pionnière avec ça. Ensuite, en fait, c'est vrai que j'ai alterné souvent après entre film et HD, donc, et à chaque fois que je revenais à la HD, on va dire tous les ans et demi, c'était une nouvelle caméra en fait. Donc j'ai rarement retourné 2 fois avec la... Mais on va dire quand même que si, puisque pour l'auberge espagnole c'était avec la 900R, les poupées russes c'était avec la 900R mais avec les hyper gamma, donc ça a changé effectivement. Là pour le coup l'image a vraiment progressé dans la façon de la traiter. Ensuite, à l'époque, effectivement, j'avais testé la Viper, j'avais testé la Panasonic, parce qu'en fait, c'est Panasonic au départ qui a développé les courbes cinéma, ils sont pionniers, en fait, qui ont été les précurseurs des hyper gamma. Et donc, après, j'ai tourné avec justement Panasonic et l'AVC Intra, là, qui était aussi pareil, une progression, le 10 bits, c'était important, et puis même ce codec était quand même plus intéressant que le HD Cam. Et les caméras étaient bonnes, donc j'ai dû faire 1 ou 2 films avec ça. Après, je ne sais plus, j'ai tourné avec la F35, donc, qui est donc superbe caméra, mais super signal, mais pas très bonne ergonomie. Et puis après, voilà, ça se diversifie. J'ai tourné avec des appareils photo. Je viens de faire un long métrage en D800 avec cet appareil qui me filme. Donc voilà, maintenant c'est vraiment effectivement une espèce de foisonnement de toutes parts. Et finalement, mais je pense qu'avec justement, en gros, l'Alexa, la F55 et on va dire l'Epic, en gros il y a 3 familles qui semblent assez pérennes. Et donc ça va peut-être se stabiliser un peu. Je pense que c'est parti vraiment dans tous les sens, et puis maintenant, voilà, il y a Aton qui semble arriver. On espère pour lui qu'il réussira à transformer l'essai commercialement, parce que sa caméra est très chère, on va dire, mais elle a l'air géniale. Et puis Panavision qui pointe son nez aussi, on va voir quel concept il met en route. Pareil, ça fait des années, c'est un peu un serpent de mer, cette caméra, on va voir si elle nous étonne. Disons que maintenant, je pense que le 35, ça devient un souvenir pour nous. Bon, ça reste un bon souvenir, mais je ne suis pas un nostalgique absolu de la pellicule. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancé dans le numérique tôt, à l'époque où tout le monde disait « Ah, le numérique, c'est pas terrible ». Moi, justement, avec mon expérience de laboratoire, j'ai trituré la pellicule dans tous les sens, j'ai fait des traitements très très bizarres, tout ça, je l'ai tordu la pellicule vraiment, on peut dire, de fond en comble, et finalement, donc on va dire que je la connais vraiment très bien, et finalement le numérique ça a permis ça aussi, c'est-à-dire que c'était un nouveau support, et c'était intéressant de le travailler pour voir jusqu'où il allait et de lui faire prendre les bonnes directions, parce que c'est vrai que par exemple avec les hyper gamma, tout ça, il y a eu des vrais progrès qui ont été faits sur la façon de traiter les capteurs, et puis finalement maintenant on arrive, moi j'ai l'impression qu'on a autant de souplesse qu'en pellicule maintenant, donc après effectivement on pourra toujours dire il y a un rendu pellicule qu'on n'a pas. Honnêtement, si on veut s'en approcher, maintenant en numérique on peut, sur justement ce film en F35, il y a des gens qui étaient persuadés que c'était en film, et non. Donc, parce qu'effectivement, pour ce film-là, j'avais travaillé, on va dire, dans une direction, une esthétique un peu de pellicule. On avait rajouté un peu de grain, on peut le rajouter. Donc voilà, si le grain nous manque, moi j'avoue qu'il me manque un petit peu. Je ne suis pas
Enfin, j'ai beaucoup trituré les négatifs, donc j'aime bien voir le grain, ça ne me gêne pas. Ouais. Et quand il n'y en a pas du tout, c'est vrai que ça fige un petit peu, en plus avec la projection numérique qui a une fixité absolue. Bon, moi j'en rajoute un petit peu. Eh ben, un grand merci d'avoir inauguré les entretiens cinématographiques.info, parce que c'est une inauguration. Merci alors, beaucoup. Le off, il va être où alors Le off, il est déjà dedans. C'est du off-in, c'est ça? C'est du off-in. C'est du off-in.